Après-midi politique qui continue sur LCI avec un deuxième invité. Jean Lassalle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie des candidats à l'élection présidentielle et vous en êtes à 453 parrainages et ce, à 2 jours de la clôture. Il vous reste donc 47 signatures à trouver d'ici vendredi. Vous les aurez ? Oui. C'est difficile. D'ailleurs, je lance un appel solennel à l'ensemble des maires qui nous écoutent. Écoutez, il y a 45 000 parrains potentiels. S'il ne s'en trouve pas 500 pour me donner un parrainage, je sais que j'avais rien à faire, mais c'est que surtout, je m'adresse là aux maires des communes rurales, les 30 000 qui vont disparaître, c'est que quelque part, je suis quand même un peu Vous serez symbolique. le défenseur de ces communes. Oui, mais je le suis déjà depuis des lustres. Je suis à la fois celui qui a le plus défendu l'idée des campagnes, l'idée des territoires, des communes, il y a peu. Et si je ne suis pas là, il y en a certains qui interpréteront le fait que, après tout, puisqu'on n'a pas voulu donner 500 signatures à Jean Lassalle, c'est qu'après tout, on laissait tomber la commune. Et ceux qui versent des pelletés, vous savez, arriveront en vitesse. Quand même, 453 parrainages, c'est une prouesse, vous l'admettez, à quelques jours donc, de la clôture. C'est parce que vous êtes parti il y a tout juste un an que vous avez réussi à obtenir tous ces parrainages? Vous pensez que c'est une campagne de longue haleine qui porte aujourd'hui ses fruits? Oui, peut-être. Après, il faut dire que j'ai une équipe exceptionnelle. Parce qu'on croit souvent Jean Lassalle tout seul. Mais j'ai une équipe... C'est pas possible de faire campagne seul. Non. J'ai une très belle équipe que nous avons pu structurer dans le mouvement résistant, avec un point d'exclamation, bien comme il faut, parce que j'ai quitté le MoDem. Ça m'a fait mal quand même, parce que plus de 30 ans. Et je l'ai quitté comme j'aurais quitté d'ailleurs le PS et les Républicains. Parce que j'avais le sentiment que ça ne disait plus rien. Comme le débat gauche-droite. Les grands partis traditionnels, en France ne disent plus rien, c'est ça? Oui, et d'ailleurs, regardez leur projet. C'est le fait divers qui tient lieu de projet. C'est la campagne la plus indigne et à vrai dire la plus effrayante. Si on regarde l'histoire de notre pays, si on regarde quand même, bon, nous n'avons pas toujours été au top, mais quand même d'une manière générale, c'est la patrie des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons été reconnus avec une dimension universaliste par la montée progressive que nous avons permis, pas tout seul, mais permis à la civilisation de faire. La civilisation, c'est ce qui nous éloigne de l'animalité. Je t'écrase parce que je suis le plus fort. Donc ça veut dire que tout ça, là, ce qui vous inspire ça, c'est cette élection présidentielle un peu particulière avec un candidat mis en examen, une candidate aussi inquiétée par les affaires, un autre qui fait l'objet d'une enquête préliminaire et la haute autorité aussi de la transparence de la vie publique s'est emparée de certains dossiers. C'est ça qui vous inspire ces inquiétudes et ces... C'est en partie ça, mais ça, si vous voulez, alors je ne serais peut-être certainement pas compris par tous nos téléspectateurs, mais ceci est hélas une conséquence de la réalité. La réalité, c'est que nous avons renoncé au pouvoir il y a une trentaine d'années, lorsque le changement de monde a commencé à s'effectuer. Et le changement de monde, à chaque mouvement de mondialisation, il y a eu des contractions de la même manière, c'est-à-dire beaucoup d'argent en jeu. Les politiques ont perdu systématiquement le pouvoir à chaque fois. Et il y a une espèce de machine infernale, sans faire je ne sais pas comment on m'a dit que je faisais ces jours-ci, du complotisme, oui, qui s'est mise en route, mais on le voit bien. Et ce qui fait qu'à partir on donne des modèles les plus élaborés au monde, c'est-à-dire le modèle que nous avons connu pendant une cinquantaine d'années, pendant et après les 30 belles années. Nous avons hérité d'un modèle. Après la chute du mur de Berlin, nous étions tout seuls. Et il était social, il permettait des alternances. Malheureusement, la dernière véritable élection politique remonte à 1981. Valéry Giscard d'Estaing contre François Mitterrand. Là, ça ne parlera pas beaucoup aux plus jeunes qui nous écoutent, je le regrette. Mais depuis, c'est une déliquescence. C'est une déliquescence totale, puisque droite et gauche, d'abord, ça ne signifie plus rien. Ça ne signifie plus rien. Mais ça, est-ce que c'est dommageable? Puisque les Français peuvent vous dire, oui, mais on veut un renouvellement de la classe politique, donc plus de gauche, plus de droite, on veut juste des hommes neufs. Non, mais c'est ce à quoi ils aspirent si profondément. Mais avec qui? C'est ça le problème. Et quand je disais tout à l'heure, pour
l'inquiétude de nos principaux candidats. C'est trop important, c'est-à-dire que là, tous les favoris sont pris, on ne sait pas si on terminait à l'Élysée ou en prison. C'est quand même un problème à 5 semaines de l'élection. Donc c'est trop grave pour que ce soit venu ainsi. En fait, nous avons été dépossédés du pouvoir. Nous ne sommes plus qu'un théâtre d'ombre, mais il faut le reconnaître. Quand vous dites « nous », c'est le peuple? Non, c'est des représentants du peuple. Et nous ne lui disons plus la vérité au peuple. C'est-à-dire depuis 25 ans, 30 ans, on lui ment. On lui ment surtout, on lui ment sur la dette, pour dire gros, et d'ailleurs, quand j'ai fait le tour de France à la rencontre des Français, mais vous savez, c'est ce qu'ils vous disent tous. Alors, les uns avec une résignation consommée qui est terrifiante, à vrai dire. Et cela, c'est pas forcément le Front National, c'est ceux qui ne votent pas, ou qui ne votent plus. Certains depuis 15 ans, c'est terrible. Au pays qui aime tant la politique que la France. Vous comprenez, qui se passionnent. Et puis, il y a ensuite ceux qui se révoltent. Mais ils ne savent pas où conduit la révolte. Et ils ont peur. La France est un pays qui a peur et qui n'a plus confiance en rien ni en personne. Et elle ne peut pas être incarnée par ces hommes qui, en fait, se sont laissés inféoder à des puissances financières monstrueuses. Et je ne suis pas un anticapitalisme féroce. J'ai dit la même chose du Parti communiste, mais j'étais très jeune, lorsqu'il atteignait à la dignité humaine. Et aujourd'hui, le capitalisme l'a détruit. Et elle détruira dans un océan de sang, hélas, nos enfants. C'est pour ça que je me suis présenté. C'est parce qu'il est minuit moins 10, mais il est encore temps de réagir. 6 minutes, c'est ça. Alors, on vous voit là, lors de votre marche. Effectivement, c'était en 2015. C'est vraiment à l'issue de cette marche, à l'issue de cette rencontre avec les Français de toute la France, que vous vous êtes dit, il faut que je me présente? Ou ça fait partie de la légende? Non, je l'avais quand même un petit peu déjà. Préparé. Oui, parce que, bon, disons que j'ai fait 3 campagnes passionnément avec François Bayrou, mais la dernière, j'ai eu un peu de mal, parce que je voyais... 2012 oui, j'ai eu un peu de mal. Mais ce n'est pas un problème personnel. Lui le croit, mais ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème politique. Je ne me voyais pas aller expliquer, les 2 quinquennats, ont totalement accéléré le processus que je viens d'essayer de décrire. Et je ne me voyais pas expliquer qu'on allait résorber la dette, mais avec quoi? Nous n'avons plus d'industrie. Nous n'avons plus d'agriculture qui vit ces derniers jours. Nos campagnes sont en train de se détruire. Et nous les avons détruites par les 3 lois que François Hollande, ça j'avoue que je n'ai rien compris, a fait voter. D'autres avaient tenté avant, mais ils n'étaient jamais arrivés à ça. C'est la fin des communes, je vous le disais tout à l'heure. Et à partir de là, comment voulez-vous rembourser une dette? Alors que vous avez des solutions pour la rembourser? Il faut quoi? Réindustrialiser la France? Il faut redonner plus d'agriculteurs à la France? Il faut d'abord rassembler les Français. Je vous assure, ça, tous les candidats le disent. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous réunit tous. Ils aspirent à être rassemblés. Ça n'arrive pas tous les jours, et ça ne dure pas. Mais le Conseil national de la résistance était arrivé, seulement il avait fallu 100 millions de morts avant. Moi, je veux éviter ça. Au jour d'aujourd'hui? Alors, il faut rassembler, et ensuite, il faut présenter un projet clair. Moi, je l'ai fait d'une manière, vous voyez, en discussion et en échange depuis 5 ans, vous voyez, 5 ou 6 ans que je me prépare. Et à partir de là, il faut l'énoncer clairement. Première décision, à mon arrivée à l'Élysée, et ça, je n'ai pas besoin de l'Assemblée nationale. Je retire nos troupes des théâtres d'opération sur lesquels sont. Il y a 50 ans que nous envoyons au Maghreb ou en Afrique tiraillés dans tous les sens. Qu'est-ce que ça amène? Rien. De la haine. Et vous savez, il y a un arc de cercle comme le plus et le moins, vous savez, d'une batterie que vous faites toucher. Tout ce qui touche un certain nombre de pays, notamment dans le Maghreb, est rejeté immédiatement à Barbès. Pas d'intervention militaire en dehors des frontières. Non, la France doit reprendre une initiative diplomatique sans équivalent, au moins depuis 70 ans. Et nous avons eu la meilleure diplomatie du monde. Bon, les Anglais n'étaient pas mal non plus. Eh bien, il faut resanctuariser, si je puis dire, nos ambassades. Quand vous allez dans une ambassade, je suis président des populations des montagnes du monde, de 78 pays, vous avez l'épouse ou l'époux de l'ambassadeur qui vous dit que le plafond va bientôt tomber. Et l'ambassadeur vous fait remarquer à la fin que pour le 14 juillet, heureusement qu'il y a quelques copains belges ou marocains pour faire du nombre, sinon il n'y aurait personne. Alors ensuite, donc, une grande initiative diplomatique,
et sur la francophonie. C'est-à-dire qu'il faut parler de nouveau français. Il ne faut pas se laisser tailler des croupières dans tous les sens par un anglo-dollar qui nous dépasse. Ensuite, un grand projet de transmission du savoir. Absolument obligatoire pour tous. Donc, et moi, je ne fais pas de différence entre le fils de Gaulois qui est en Gaule depuis 5 siècles avant Jésus-Christ ou celui qui est arrivé cette nuit, à une condition, c'est qu'on apprenne en français. Il faut remettre le clocher au cœur du village. Et on apprend à lire, à compter, à écrire. On apprend à se servir d'Internet, parce que malheureusement, nos enfants subissent Internet plus qu'ils ne le croient. Et j'ai dans mon équipe quelqu'un qui prépare l'Internet français, c'est passionnant, je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais ensuite, 2 langues. À cette époque-là, on est une éponge. Moi, j'ai appris 3 langues à moins de 7 ans, puisque la 3e, c'était le français. Bon, j'en ai gardé un accent terrifiant, mais en fait, c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc après, et puis quelques mouvements, si vous voulez, de prise de confiance en soi, qui viennent directement des arts martiaux les plus anciens, de façon à ce qu'un jeune homme, et surtout une jeune femme, puisse avoir le bon mouvement face à l'agresseur. Et ça évitera les étranges renflements que l'on trouve trop souvent dans les 30 banlieues que je suis le seul candidat à avoir visité nuitamment entre 1h et 5h du matin. Et vous savez, si on m'avait écouté à l'époque que j'ai fait le Tour de France, j'ai tout décrit. Et tous ceux qui ont, hélas, ensanglanté la France ne venaient pas des commandos de Daesh. Non, c'est des enfants de chez nous. C'est des enfants de chez nous. Voilà. Alors, on vous sent extrêmement confiant dans toutes les interviews que vous accordez. À chaque fois, vous parlez « quand je serai à l'Élysée ». Encore il y a peu, chez nous, c'était en février dernier dans la matinale d'LCI, face à Audrey Crespo-Mara. On va vous écouter. Il y a une prise de conscience très profonde qui est en train de se faire. Je le vois partout. Et vous savez, les Américains, on a dit jusqu'au dernier moment que Trump ne le ferait pas. Ils l'ont fait. Je pense que dans la même année, les Américains vont élire le président le plus milliardaire du monde et les Français vont élire le député le plus modeste. Alors sincèrement, franchement, entre nous là, vous y croyez vraiment ? Dur comme fer, les yeux dans les yeux, et à travers vous, tous ceux du peuple français et de ceux qui nous observent. Pourquoi ? Parce que les Français ont envie de renverser la table. Comme les Américains l'ont fait, je viens de dire, les circonstances je n'y reviens pas. Comme les Anglais l'ont fait avec leur Brexit, comme tout le monde, comme la Hollande, partout. Nos compatriotes ne supportent plus que nous leur ayons enlevé le pouvoir de choisir, le pouvoir de faire venir celui qui va porter leur voix et qui la tiendra. Et avec qui peuvent-ils faire ? Si vous regardez, nous avons procédé par élimination. Il ne reste que Hamon, ça ne paraît pas très bien parti. Et ça part de Mélenchon, pas mieux. Au contraire, moi, je sors de nulle part, tout le monde me connaît. Malgré un an de résilience informative totale, j'ai traversé tous les déserts, je viens de finir celui de Sibérie, la traversée du désert, et je vais arriver au bon moment. Et vous savez, ça va être une des plus belles surprises de notre pays, depuis un siècle au moins, et je vais emporter ensuite l'adhésion par le bonheur. Gandhi a dit, il ne peut pas y avoir de cause si elle n'est pas joyeuse. Il faut redonner la joie à ce pays, et ensuite, il faut mettre en place un projet précis, et je vais étonner, parce que j'ai les meilleurs. Aujourd'hui, je pense que j'ai parmi les meilleurs des experts qui m'ont rejoint et qui me rejoignent petit à petit sur tous les plans de l'économie, du social, j'en ai parlé de la paix et de la guerre, mais surtout sur la manière de ravivocher, de redonner du bonheur au cœur des hommes. L'homme à la rencontre de l'homme. Il y a un candidat que vous n'avez pas cité dans cette volonté ce désir des Français de renouvellement de la classe politique, c'est Emmanuel Macron qui apparaît pour certains comme un homme neuf. Qu'est-ce que vous pensez justement du ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron ? Écoutez, je l'avais senti venir. Je ne savais pas qu'Emmanuel Macron... Quoique, il m'avait impressionné. Je suis le seul et le premier à avoir dit à l'Assemblée, j'ai dit, vous allez étonner, monsieur le ministre, et à la place de monsieur Valls, il va prendre 2 valses, parce qu'il y avait les élections départementales et régionales qui arrivaient, vous allez le surpasser, parce qu'il a quand même... Vous aviez senti quelque chose chez lui ? Oui, il y a une intelligence, il y a une nouveauté,
il y a une surprise, nous partageons ensemble une même assurance. Vous voyez, il ne se pose pas 36 questions inutiles. Par contre, moi je n'ai pas fait mes classes, je suis désolé de mon inculture à la banque, je sais plus. Rothschild. Voilà, Rothschild, voilà. Et nous n'avons pas du tout la même vision du monde. Moi je pense qu'il faut remettre la finance à sa place. Confucius a dit l'argent est le meilleur des serviteurs et le pire des maîtres. Moi, je pense que lui veut réunir par le haut. Or, par le haut, on ne peut plus rien faire. Tout est bloqué, tout le monde a essayé. C'est le peuple qui a tant envie de le faire, à qui on a menti et qu'on a même désavoué une fois. Vous savez, il avait dans un référendum voté. Ça reste une blessure terrible. Et nous sommes réunis. C'est terrifiant ce que nous avons fait quand même. Nous nous sommes réunis tous ensemble à Versailles et nous avons été votés contre lui. Donc, moi, je vais entraîner l'ensemble. Mais ce n'est pas uniquement le tiers-État, si on peut dire. C'est l'ensemble des Français. Et vous savez, le bon sens qu'il y a lorsqu'ils sont en confiance, parce qu'ils commencent par vous engueuler, vous savez, au départ, vous prenez cher. Ça veut dire que tous les hommes politiques, quels qu'ils soient, il y a une défiance. Vous le dites dans votre livre, à un moment donné, il y a une rupture totale entre les partis politiques et les Français. Plus de dialogue, plus d'explication de fond avec le citoyen. Ah mais absolument. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je ne devrais pas le dire, mais enfin, vous arrivez juste après, hein, si je peux dire, les journalistes. Je l'ai vu pendant le Tour de France. Lorsque c'était des journaux locaux, pas de problème. Mais lorsque des voitures arrivaient floquées d'une grande enseigne nationale, d'un grand lieu d'information, ils prenaient très cher et ils ne comprenaient pas. Parce qu'effectivement, la plupart étaient habitués à suivre le président ou le Premier ministre avec 3000 policiers, et quelques gars par-ci par-là qui faisaient office de supporters. Et là, ce n'était pas du tout pareil, c'était la réalité. Donc je pense que, pour finir avec M. Macron, c'est beau, quelque part ça paraît magnifique, mais c'est totalement creux. C'est pas du tout. Mais vous comprenez François Bayrou? Non, pas du tout, non, je dois dire. Mais là, je l'avais pressenti, mais François Bayrou, enfin, je ne veux pas parce que... Mais qu'est-ce qu'il fait là? Après tout ce que nous avons fait, mais c'est quand même lui qui a le mieux conceptualisé notre temps et notre époque, qui a cherché passionnément une troisième voie, qui sait que cette grande emprise de la spéculation pour la spéculation, et il l'a redit dans son dernier livre, est profondément nuisible. Et il s'en va avec celui qui incarne le plus cette situation. Mais c'est incroyable. Comment on fait dans notre journée, parce qu'on comprend, vous critiquez le capitalisme ici, mais comment on fait dans notre monde actuel pour se détourner ainsi de la finance? Eh bien, je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Ensuite, la France doit retrouver un espace politique et un espace financier qu'elle n'a plus. L'espace politique, c'est d'abord l'affirmation d'une volonté. Être ou ne pas être. Voilà. C'est subir ou pas subir. Voilà. Je veux être. Eh bien déjà, c'est en vous parlant comme je vous parle aujourd'hui, et puis en disant que la France va retrouver, déjà au niveau européen, des marges d'action. Je ne parlerai qu'avec les chefs d'État et de gouvernement. Et au niveau européen, j'ai 7 milliards à récupérer. Et vous savez que nous versons 20 milliards d'euros. Nous en récupérons 13 par le biais de la PAC, très très compliqué. Il y en a 7, je les récupère, j'en ai besoin. Mais au sein de l'Union, c'est-à-dire que la France ne sort pas de l'Union européenne. Non. Pourquoi? Parce que la France a déjà suffisamment de tourments pour être encore un peu plus divisée. Elle est trop divisée. Or, si vous voulez, en gros, c'est pas tout à fait ça, mais il y a 50% de Français qui veulent rester dans l'Europe. Ils savent bien que dans l'état actuel des choses, elle n'est absolument pas plus efficace que la France, mais elles savent aussi le contraire. Et ils sentent qu'il y a quelque chose à bouger. Et c'est la France qui s'abîme, mais l'Europe avec, vous comprenez? Donc il faut quand même sortir de cette initiative. Donc si je vous assure que si j'injecte 3 ou 4 milliards de ce que j'ai récupéré dans Campagne de France, grande cause nationale, si je reconstruis un État, et ça ne prend pas 107 ans, j'ai 2 très bons constitutionnalistes. Vous dites aussi qu'il faut retrouver un État fort au lieu de s'occuper de politique mondiale et européenne pour pas grand-chose. Il faut se recentrer sur les problèmes, on va dire, français,
et arrêter de s'occuper du monde entier, de l'Europe Non, si j'ai parlé justement de cette grande initiative des ambassadeurs et de la diplomatie, c'est parce que la France doit peser de nouveau. Nous passons par un lavage de cerveau qui a été d'une brutalité inouïe. La France ne peut quand même pas être passée en 25 ans de la 5e puissance mondiale à une toute petite région du monde, même pas un État européen, parce que tout ça s'est dépassé dans l'esprit des gens, c'est fini. Comment je dirais, les peuples et les opinions publiques, j'ai visité 15 pays après ma marche, ne suivent plus. Ils ne suivent plus. Donc c'est pas la peine de faire semblant. Mais si la France, je vais prendre aussi un peu chez les banques, parce que vous savez, BNP, Paribas et le Crédit Agricole, ils sont contents de leurs bénéfices, très bien. Mais si vous leur demandez 30 000 euros pour créer une start-up, il n'y a plus personne, vous comprenez? Donc l'État va m'aider à réguler tout cela. Je vais récupérer un petit peu d'argent pour sortir de ce trou sidéral qui nous oblige à racketter tout le monde, y compris les plus fragiles, et à avoir dans les rues de Paris, tous les 100 mètres, le soir, un étrange carton, une couverture à laquelle on s'est habitué. C'est tragique. Donc, à partir du moment où on fait ça, je formerai dès le premier été 15 000 apprentis. Chez Pôle emploi, vous avez la liste. Eh bien, j'en prends 15 000 avec les préfets. Je ne vais pas faire tout ça tout seul. J'enlève les préfets de leur rôle de garde-chaune pour surveiller les maires, parce que surtout, ils aillent dans le bon périmètre, ils sont complètement paumés. Non, au boulot, les enfants. Maintenant, vous trouvez 15 000 personnes. Et je vois, dans un mois et demi, je m'entretiens avec les principaux des lycées. Je m'entretiens avec des profs qui accepteront de faire un mois et demi, ou même des retraités. Et je m'entretiens avec des chefs d'entreprise qui aujourd'hui ne peuvent pas prendre d'apprentis parce que ça coûte 600 ou 800 euros, alors qu'eux ne se payent pas. Eh bien, moi, je vais les payer pour qu'ils puissent les prendre. Et si au bout de 3 mois et demi, j'ai formé 15 000 Français pour prendre des emplois qui existent aujourd'hui, vous allez voir le coup d'accélérateur au moral, à la tête, au cœur que ça va donner. Un mot juste quand même de l'international, parce que la guerre en Syrie est entrée dans sa 7e année hier, donc 7 ans de guerre civile. Vous avez rencontré par 2 fois Bachar el-Assad, vous faisiez partie de délégations parlementaires français. Pourquoi ces voyages ? Alors, d'abord, si je peux me permettre, une fois. Parce que alors, la dernière, oui. Et la première fois, j'étais du voyage parce que j'avais très envie de me rendre. Comme je me suis chaque fois, j'avais été au Liban du temps des frères Gemayel, il y a 5 minutes que ça s'est passé. Hein, et j'avais déjà été en Syrie, et notamment à Alep. Alors, la rencontre, il reste peu de temps, la rencontre avec Bachar el-Assad. J'avais envie d'y aller, et j'ai trouvé les chrétiens d'Orient, il y a 1 an, qui montaient un voyage. Et j'ai trouvé que c'était bien, et j'y étais. Donc j'ai vu Damas sous les bombes, j'ai vu un pays en guerre totale. Bon, j'ai regardé. À vrai dire, j'avais envie d'y aller. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose quand même qui me travaillait. C'était nos ventes d'armes. Et notamment à l'Arabie Saoudite et au Qatar, qui n'apparaissaient pas très clair dans les affaires des tueurs qui sont venus dans notre pays. Je voulais comprendre ça. Pourquoi nous avions repris ? Pourquoi nous avions fermé l'ambassade de France et les consulats. Vous avez eu la réponse à vos questions ? Et tout le monde. Mais en fait, si vous vouliez nous protéger, donc pour moi le problème, enfin je sais que je suis tombé un petit peu peut-être dans le piège, enfin je ne sais pas, mais Bachar el-Assad, mais il n'est pas mon client. Je suis député de France. Je suis un député, ça doit aller là où la situation du monde risque de dégénérer et où la France peut se trouver en danger. Eh bien, la deuxième fois, je l'ai vu, effectivement, mais s'il doit aller à la cour de la mais qu'il y aille. Ma crainte, c'est qu'il ne soit pas tout seul, si hélas il y va. Parce que maintenant, les dossiers sont sur la table. Donc, il ne sera pas le seul criminel de guerre. Et je souhaite, dernier mot, qu'on en parle pendant cette campagne électorale qui ne dit rien. Ça intéresse les Français. Ça intéresse la Syrie et notre politique internationale et extérieure. Nous devons redevenir une nation porteuse de paix et d'espoir, un grand soleil, un beau printemps. Et un État fort. Merci beaucoup, Jean Lassalle, d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, le journal de 16h avec Adrien Borne sur LCI.